J'ai rencontré beaucoup de gens super inspirants récemment qui m'ont démontré tout le potentiel d'une agriculture plus durable et d'un meilleur accès à l'alimentation. Mais en bout de ligne, j'ai l'impression qu'on ne parle pas de l'éléphant dans la pièce, le problème mondial que la chaîne américaine Vox appelait le problème le plus stupide du monde. Selon le Project Drawdown, la première ressource mondiale sur les solutions au changement climatique, la solution numéro 1 à appliquer dès maintenant pour limiter le réchauffement à 1,5 degrés Celsius serait la réduction du gaspillage alimentaire. Selon la FAO, plus d'un tiers de la nourriture qui est produite dans le monde serait gaspillée avant même d'être mangée. C'est 1,3 milliard de tonnes par année. Au sens large, le gaspillage ne se limite pas nécessairement à ce qu'on jette aux poubelles. Une partie étonnante de la nourriture qu'on produit, des calories qu'on fait pousser, se perd d'une quelconque façon tout au long de la chaîne de production. On va bien sûr voir comment de nouvelles méthodes peuvent limiter ces pertes, ramener une certaine harmonie avec la nature et peut-être nourrir plus de monde. La première chose qui nous vient à l'esprit quand on parle de gaspillage alimentaire, c'est tout ce qu'on gaspille à la maison ou au restaurant. La nourriture qu'on achète et qu'on jette, parce que soit elle ne correspond pas à nos standards, par exemple, elle n'est pas choisie sur les étalages, soit elle est périmée ou on pense qu'elle est périmée, soit elle a été endommagée ou trop cuite, ou soit elle reste au fond de l'assiette et on ne veut tout simplement plus la manger. Jusqu'ici, la majorité des études sur le sujet ont pointé du doigt les consommateurs comme étant les premiers responsables du gaspillage alimentaire. Or, une nouvelle étude canadienne publiée en 2019 a redéfini le portrait grâce à de nouvelles données provenant de l'industrie agroalimentaire elle-même. Et il semblerait que la majorité de la nourriture se gaspille avant que le consommateur n'y touche. Les causes sont multiples. Manque de main-d'œuvre lors des récoltes, problèmes avec les distributeurs de nourriture. Pour un journaliste, il est très difficile d'avoir accès à l'intérieur des réseaux de distribution pour suivre le parcours de la nourriture qu'on achète au supermarché. C'est d'ailleurs pourquoi les données de ces secteurs sur le gaspillage ont toujours été insuffisantes. Par contre, on est quand même allé rendre visite à l'épicerie Le Détour, une coopérative alimentaire du quartier Pointe-Saint-Charles à Montréal qu'on avait déjà rencontré pour un autre épisode. Cette fois, ils vont peut-être nous en dire un peu plus sur comment ça se passe de l'intérieur en termes de gaspillage alimentaire. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce qui se gaspille avant d'arriver au consommateur? Est-ce que vous êtes conscient de ça? Ben oui, tout à fait, parce que la question du gaspillage alimentaire, ça nous interpelle directement. On sait qu'à travers le monde, il y a beaucoup de gaspillage finalement sur le transport des marchandises, etc. On sait que les supermarchés, en fait, ce qu'on nous dit, c'est des pertes, entre autres au niveau des fruits et légumes, d'à peu près 7 à 8 facilement. Nous, on a fait nos calculs et on totalise à peu près entre 1 et 2 On ramassait en fait les produits en fait qui étaient plus ou moins attrayants en fait sur l'étagère, donc on les conservait. Et une fois par semaine, il y avait des équipes qui faisaient la cuisine. Donc avec la pandémie, on a été obligé d'arrêter ça, mais c'est sûr qu'on va le reprendre. On faisait des plats qu'on remettait sur les tablettes. Ça pouvait être des soupes, des potes, toutes sortes de trucs. Et ça nous empêchait effectivement de faire trop de gaspillage. Par contre, évidemment, pour peut-être la majorité des gens, la question de la date de péremption, ça devient comme une espèce de bible. Meilleur avant, mais oui, c'est pas du bon après. Exactement. Par contre, quand la date de péremption est passée, puis on sait que, par exemple, sur certains produits qu'on ne vendra pas, bien évidemment, on utilise le frigo communautaire à côté. Comme c'est gratuit en plus de ça, il y a des gens qui, effectivement, utilisent le frigo communautaire. Bien sûr, l'impact premier du gaspillage alimentaire, il est environnemental. D'abord, pour produire cette nourriture, il a fallu utiliser des ressources inutilement, de la surface de sol, des engrais, des combustibles. Mais il ne faut pas oublier que l'impact est encore plus grand quand on met cette nourriture à la poubelle parce que dans un dépotoir, le manque d'oxygène favorise d'abord et avant tout la production de méthane, qui est 26 fois plus dommageable pour l'effet de serre que le CO2. Bien sûr, l'autre impact, il est économique. 17 milliards de dollars seraient perdus chaque année au Canada à cause du gaspillage alimentaire, soit en moyenne 1100 dollars annuellement pour chaque ménage. Finalement, si le gaspillage est certainement condamnable d'un point de vue éthique, est-ce que la nourriture de bonne qualité qui est jetée pourrait effectivement être redistribuée dans l'assiette de ceux qui en ont besoin? Eh bien, c'est pas si simple. En France, le gouvernement a promulgué en 2016 la loi Garot, dont la principale mesure oblige les supermarchés de plus de 400 mètres carrés à donner toute leur nourriture non vendue à des organismes d'aide alimentaire.
Bien que l'intention derrière la loi soit fort louable, l'aspect logistique est le plus gros obstacle à la redistribution des denrées. Par exemple, les banques alimentaires sont loin d'avoir la capacité d'entreposage nécessaire. Fait que là, on s'en va sur la ferme de Ludovic Beauregard dans Lanaudière. Ludovic a à cœur la revalorisation de tout ce qu'il peut considérer comme un déchet. Puis ça, il fait surtout grâce à ses cochons. La ferme des Arpents Roses, c'est mes parents qui ont démarré ça il y a une trentaine d'années. Puis maintenant, dans le fond, la ferme, on produit des porcs élevés au pâturage, puis des légumes certifiés bio, une quarantaine d'espèces. Puis une partie de tes résidus de culture aussi que tu jetterais normalement, tu les donnes aux cochons pour les nourrir, donc ça évite le gaspillage. Ben oui, quand j'ai des résidus, des légumes qui reviennent du marché, par exemple, là, quand j'ai des laitues qui sont flétries, quand j'ai des fans de carottes parce que les clients ne les veulent pas, toutes ces choses-là, je les ramène à la ferme, puis ça, je les donne aux cochons. Quand il y a des légumes déclassés qui sont moins beaux, qui sont moches, ou comme parfois j'ai comme vraiment un surplus de légumes qui est rendu trop moche, peu intéressant à transformer, ben, c'est les cochons qui le valorisent. Mes cochons, ils servent à produire du fumier, à fertiliser mes cultures, à travailler le sol, puis ils servent à faire partie du cycle de ma ferme. Leur fumier n'est pas considéré comme un truc qu'il faut dealer avec, qui est un polluant potentiel, là. C'est directement un fertilisant qui est directement utilisé par le sol. Des modèles comme ça, c'est vraisemblablement ce dont on a besoin pour mieux utiliser nos ressources. Mais il faut être réaliste. Actuellement, dans le domaine de l'élevage, des fermes comme celle de Ludovic, c'est loin d'être la norme. Parce qu'il faut comprendre que la viande, et particulièrement la viande des ruminants comme le bœuf et l'agneau, c'est pas une production très efficace sur le plan de l'utilisation des ressources. Par exemple, 77% des terres agricoles mondiales sont destinées aux animaux d'élevage et aux fourrages qui les nourrissent, alors que les produits animaliers ne comptent que pour 18% des calories et 37% des protéines consommées dans le monde. Bon, il faut dire qu'il y a une partie de cette surface peu fertile qui n'est pas adaptée pour autre chose que des pâturages. Mais il demeure qu'un bœuf, par exemple, c'est pas une machine à fabriquer des protéines très efficaces. Ça fait drôle à dire, mais quand on nourrit un bœuf, ce qui se passe dans son estomac, ça ressemble un peu à ce qui se passe quand on enfouit des aliments dans un dépotoir. La nourriture se dégrade en bonne partie sous forme de méthane qui s'envole dans l'atmosphère. En fait, une toute petite partie de l'énergie et des nutriments est véritablement utilisée pour constituer les tissus de l'animal qui vont ensuite être mangés par l'humain. Et puisqu'ils ne conservent que très peu de ce qu'ils mangent à leur organisme, les ruminants doivent littéralement passer leur journée à manger. Ça causait pas vraiment de problème quand il y avait que des bisons sauvages qui broutaient ici et là dans les prairies. Mais aujourd'hui, avec 1,5 milliard de vaches sur Terre, on peut facilement comprendre pourquoi les animaux d'élevage représentent 15% de l'effet de serre causé par les humains. Mais il y a des solutions. En faisant mes recherches, je suis tombé sur EcoBœuf, une jeune ferme de l'Abitibi qui prétend faire du bœuf 100% carboneutre. Ça voudrait dire que la ferme est capable de séquestrer suffisamment de carbone de différentes façons pour égaliser à peu près ce que ces bœufs rejettent dans l'atmosphère. C'est ambitieux, mais c'est inspirant, et j'étais très curieux de les rencontrer pour comprendre comment ils s'y prennent. Ouais, mais l'Abitibi, c'est loin un peu. Fait qu'ils m'ont donné rendez-vous à Québec. Je m'appelle Frédéric. Je m'appelle Simon. Et on est copropriétaire de EcoBœuf, une ferme en Abitibi qui produit du bœuf de manière carboneutre. Moi, j'ai grandi dans le milieu agricole sur une ferme. Ça vient d'une certaine remise en question de l'impact qu'on peut avoir là, en tant qu'agriculteur sur les changements climatiques. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer notre impact? Bien, premièrement, ce qu'on met le plus de l'avant, c'est l'agroforesterie. Ça consiste à inclure des arbres dans nos pâturages. Dans notre cas, c'est ça, c'est du sylvopastoralisme, mais c'est de l'agroforesterie appliquée à l'élevage d'animaux. Donc, les animaux bénéficient de l'ombre. Ça fait aussi des brise-vents. Un des gros avantages aussi de l'agroforesterie, puis pourquoi on est allé vers ça, c'est pour stocker le plus de carbone possible, autant dans la biomasse aérienne que dans la biomasse racinaire. Donc, c'est ça, on a fait des haies de plusieurs mélanges d'essences. Au printemps passé, on a planté 2400 arbres. Une autre pratique qu'on a chez EcoBœuf, c'est de faire le pâturage en rotation intensive. Donc, on change nos animaux de place plusieurs fois à chaque jour pour éviter qu'il y ait une surpaissance des animaux et qu'il y ait une compaction du sol. Ça évite aussi que les plantes soient rasées jusqu'au sol. Donc, ça permet aux plantes de stocker le plus de carbone possible, de conserver leurs réserves. Qu'est-ce qui est le fun aussi, c'est qu'on a approché un chercheur à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, puis on a fait un dispositif pour pouvoir comparer vraiment notre scénario amélioré avec des arbres puis en gestion adaptative à un scénario qui n'a aucun arbre puis où les animaux sont laissés une dizaine de jours. Puis à l'automne prochain, là, on va refaire un deuxième échantillonnage pour voir ce qui se passe. C'est sûr qu'en 2 ans, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va être capable de mesurer, mais c'est clair qu'en ajoutant des arbres, c'est sûr qu'on fait un gain au niveau du stockage de carbone. On va pouvoir continuer à avoir le dispositif
évoluer puis quantifier sur le long terme. C'est ça le but, là, parce qu'il n'y a pas encore beaucoup de recherche dans ce domaine-là, puis on veut aller chercher des données là-dessus. Dans Project Drawdown, il y a une solution qui est d'adopter une alimentation à base de végétaux. Puis ça, c'est important de le dire parce que c'est la première étape. Mais en tant que professionnel du milieu agroalimentaire, on a aussi l'opportunité de jouer sur l'offre, c'est-à-dire de proposer des nouveaux choix aux consommateurs puis d'améliorer les méthodes de production des choix qui sont déjà existants. Puis je pense qu'on va avoir besoin de toutes les solutions qu'on a à notre disposition. Hey, en voulez-vous des solutions? Ben en v'là. On est allé demander à notre chère Véronique Bouchard, qui est autrice du livre Cuisiner sans recette, de nous fournir des petits trucs pour éviter le gaspillage à la maison. Véronique, as-tu des trucs pour gaspiller moins, réutiliser le plus possible toutes les parties des aliments, des végétaux, de la viande? Oui, un des trucs, entre autres, c'est de cuisiner sans recette parce que de suivre des recettes très strictes nous amène souvent à faire du gaspillage parce que une sauce, par exemple, le classique, on achète une sauce pour faire une recette, la sauce va rester dans le réfrigérateur pendant des mois. Donc, il faut aussi s'adapter en fonction puis cuisiner à partir de ce qu'on a de disponible plutôt que de partir d'une recette, puis après ça, d'aller acheter ou essayer de trouver les aliments. Puis, sinon, il y a aussi la congélation. Si, par exemple, on s'en va pour la fin de semaine puis qu'on a des aliments qu'on pense qui vont se perdre dans le réfrigérateur, juste de prendre l'habitude de faire le tour du réfrigérateur puis dire, OK, ça, on transfère au congélateur. C'est comme si on mettait l'aliment sur pause. Il arrête de se dégrader. Puis après ça, ça permet aussi de nous dépanner les journées où on est plus pressé. Pour réduire l'impact environnemental des déchets alimentaires, le compost reste à ce jour la meilleure solution. Mettre un résidu alimentaire au compost permet une meilleure oxygénation lors de sa décomposition, ce qui diminue la quantité de méthane qui est produit. En plus, la terre de compost devient un engrais exceptionnel pour le cycle de fertilisation des cultures. Parce que c'est vrai dans le fond quand on y pense que le gaspillage de bouffe, c'est vraiment le problème le plus absurde du monde.